Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 448 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathéi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison NFL et donc de la semaine 10 en NFL. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour à tous. Ça va Victor, prêt pour donc cette 10e semaine. Il se passe encore des choses. Alors on prévient, on enregistre avant la signature d'Odell Beckham, quoi qu'il arrive. On doit vous le dire. C'est ma faute. On enregistre ce mercredi. On ne sait pas où Odell Beckham va finir. Voilà, on a un petit truc de calendrier qui fait qu'on ne pouvait pas enregistrer le jeudi. L'avantage, c'est que vous aurez l'émission tôt jeudi. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Vous l'aurez, je crois, dès 13h sur le site. Ce n'est pas encore fixé au moment où on enregistre, mais normalement, elle devrait être là à ce moment-là. On va faire un point sur les trophées à la mi-saison avec une course au MVP indécise comme rarement. Une belle affiche, des pronos, des cotes. Vous avez l'habitude, c'est le jeudi et c'est premier jingle. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les trophées de mi-saison, parce que oui, nous avons joué 9 semaines NFL. Alors évidemment, toutes les équipes n'ont pas joué 9 matchs puisqu'il y a eu les semaines de repos, mais on est bien à la moitié des 18 semaines désormais de la saison régulière, 17 matchs pour tout le monde, plus une semaine de repos. Le compte est bon, même si Tom Brady n'est pas content. Vous pouvez le lire sur le site. La course au MVP qui semble quand même être plus incertaine, je ne veux pas dire que jamais, mais que de mémoire récente. Victor, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment de favori très clair à mi-saison ? Ah ben, on est complètement d'accord. Moi, quand on a préparé l'émission, en fait, du coup, je me fais des prédistings, etc. Et rapidement, toutes les cases ont été remplies. MVP, honnêtement, même maintenant, je ne suis pas très sûr. Non. Franchement, selon comment finit la saison, il y a 6 ou 7 joueurs qui peuvent y prétendre. Oui, et puis ça dépend, j'ai envie de dire, comme d'habitude, de la définition qu'on a de MVP. Parce qu'on en revient toujours à ça aussi. Un quarterback avec un bon bilan de franchise. Oui, voilà. Mais après, voilà, est-ce que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe ? Est-ce que c'est… Voilà, ça va revenir aussi. Josh Allen était le leader de la dernière course au MVP, je le dis parce que ça va changer, je pense, ce jeudi. Mais c'était le leader de la dernière course au MVP sur le site. C'est Kevin Renaudet, c'est pas nous qui la gérons. Ça va descendre pour Josh Allen, mais il était un des favoris. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut toujours faire un MVP crédible, Victor ? Je prends celui-là parce que c'était le dernier sur le site. Oui, alors après, moi, je suis un Josh Allen boy. J'adore. Clairement, je suis un grand fan. Mais même la semaine dernière, je n'aurais pas mis numéro 1. Je pense que l'attaque des Bills ne tourne pas si bien que ça. Alors, il n'est pas aidé par la ligne. Il n'est pas aidé par le jeu de course. OK, très bien. Mais il faut le dire, ce n'est pas l'attaque de l'année dernière. Et au niveau du bilan, ils ont déjà 3 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si on cumule un peu les deux facteurs, il n'est pas dans mes favoris. Pas dans les favoris. Je vais faire un truc un peu retors, c'est que je vais d'abord égrener ceux qui ne m'intéressent pas forcément pour arriver à ceux qui m'intéressent. Matthew Stafford, est-ce que c'est potentiel MVP ? Il y a eu gros impact parce que évidemment ça arrive aux Rams, ça gagne très fort, ça gagne très bien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit dominant non plus. Alors moi j'ai 3e, tu vois. D'accord. J'ai 3e parce que je pense que les Rams vont finir avec un très bon bilan, que vu la tête de l'attaque, ça va continuer à produire des yards, ça va continuer à produire des points. Oui, Matthew Stafford n'a jamais été parfait, mais il a quand même un talent indéniable sur les passes longues notamment, et ce schéma l'aide beaucoup. Donc je pense qu'il y a un potentiel. Si les Rams réussissent bien leur deuxième partie de saison, il y a un potentiel Matthew Stafford MVP et ça me ferait quand même, je dois l'avouer, plaisir pour lui, pour le coup. C'est vrai. Moi, j'ai du mal sur l'impression à trouver pour l'instant top 3. Pourquoi pas ? Dans la même division, il y a Kyler Murray, qui a une très bonne équipe d'Arizona autour de lui, qui a le meilleur bilan de la NFL actuellement.
si je ne dis pas de bêtises, ils sont à 8-1. C'est la seule équipe à 8 victoires, oui, je vérifie. Mais ils ont gagné sans lui. Est-ce que, paradoxalement, du coup, ça n'en dit pas plus sur la solidité des Cardinals que sur celle de Murray? En fait, Murray, j'ai mis en 4e. Honnêtement, vous pouvez le mettre 1, ça ne me choque pas. Hein. Vous pouvez le mettre MVP si vous voulez, mais jurisprudence Vance quand même si tu fais une saison extraordinaire, les absences, ça joue. Et là, il a déjà loupé un match. Si j'ai bien compris, on ne sait pas encore exactement. Ça devrait aller ce week-end, mais pas vraiment, mais on verra. Donc, s'il commence à louper des matchs avec une cheville, parce que la cheville, en plus, c'est dangereux. Hein, ça peut revenir à tout moment. Surtout pour un joueur mobile. Ouais, s'il commence à louper des matchs, à être diminué par sa cheville, etc., j'ai fait un peu descendre pour ça, en me disant, attention, il y a quand même quelques red flags. Il n'y peut rien, mais il y a quelques red flags qui risquent de le ralentir. Aaron Rodgers. Non. Très bon joueur. Oui, très bien. Super. Génial. Non, super. Il fait une bonne saison. Après, je pense que là, voilà, déjà une absence avec le Covid. Je trouve qu'il y a un système qui marche, mais il n'est pas rayonnant comme il pouvait l'être l'année dernière. Statistiquement, c'est 17 touchdowns, 3 interceptions. Je suis d'accord. Non, mais de toute façon, on est dans une dimension. La galaxie Aaron Rodgers, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dedans. Mais voilà, je pense qu'il a été récompensé l'année dernière. Il fera peut-être une Peyton Manning, il a gagné tout le temps les MVP, mais j'ai un peu de mal à voir en lui le joueur le plus clutch. En plus, je trouve que finalement, alors Jordan Love n'est pas une solution. Par contre, autour de lui, il y a quand même des joueurs qui permettent de performer, etc. Je ne trouve pas que ça soit le joueur qui apporte plus à son équipe. Et c'est là où on en revient aux critères. Moi, il y a quand même le critère rend meilleur tous les mecs autour de lui. Oui, il est excellent, mais c'est peut-être pas celui qui me vient à l'esprit tout de suite. Je me gratte le menton parce qu'on ne s'est pas concerté et j'ai l'impression qu'on va arriver à avoir le même top 2. Allez, on va faire comme Miss France, on ne va pas donner la dauphine, on va donner le vainqueur tout de suite. Qui est ton MVP? Un petit jeune, Tom Brady. Je ne sais pas si tu connais. Il est dans mon top 2. Ah oui, mais j'ai hésité. Donc, c'est bien, comme ça, on aura un peu tous les deux un choix différent. Tom Brady, il y a un moment, on a beau s'habituer à l'exceptionnel, il faut peut-être reconnaître qu'il n'a peut-être pas assez de trophées de MVP par rapport à sa carrière, mais c'est surtout qu'il est dans une des meilleures équipes de la Ligue, qui continue à performer comme jamais. Et finalement, quand tu regardes par élimination, Josh Allen, un mauvais match, Murray, un match manqué, Rodgers, un match manqué, lui, il a tout. Il a les stats, il rend meilleur autour de lui malgré les blessures, parce que cette année, contrairement à l'année dernière, ils ne sont pas épargnés par les blessures. Hein, il n'a pas une attaque à 100%. Globalement, il rend meilleur les gens autour de lui. Il va finir dans le top 2 ou 3 de la NFC. Je pense qu'il peut être un candidat plus que crédible. Moi, je l'ai en top 2. Alors, je vais te dire, c'est quasiment top 1 et 1 bis. Hein. Pour moi, j'arrivais pas à me décider en fait entre les deux gars que j'ai. Brady, c'est 25 touchdowns, 5 interceptions. Il a 108,6 déval. C'est la 4e meilleure saison de sa carrière statistiquement. Il est sur des bases plus élevées que l'an dernier. Donc, ouais, c'est carrément un candidat crédible au titre de MVP. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ceci étant dit, et c'est pas facile, je pense que ça va être très discuté parce que statistiquement, il est loin de Brady sur la passe. C'est que moi, je serais tenté de le donner à Lamar Jackson. 13 touchdowns, 7 interceptions. Alors forcément, à côté de 25-5, ça fait bizarre. Mais il y a 600 yards et 2 touchdowns au sol. Et la question principale pour moi, même sans que ce soit l'alpha et l'oméga, parce qu'évidemment, sinon on le donnerait à des joueurs qui ont même un bilan négatif, mais où sont les Ravens aujourd'hui sans Lamar Jackson, quoi? Ils ont remonté 3 fois plus de 10 points de retard, donc il n'y a même plus ce doute de il faut qu'il soit devant, etc. Il est le meilleur passeur de son équipe, il est le meilleur coureur de son équipe de très très loin. Il joue quand même sans des receveurs incroyables. Marquise Brown a 682 yards au sol, c'est son meilleur receveur. Marquise Brown a 682 yards dans les airs, alors que Jackson a 600 yards au sol. Il a quasiment autant de yards au sol que son meilleur receveur en a dans les airs. Donc voilà, il y a eu une blessure, je crois, pour Mark Andrews. Enfin, il porte cette équipe à lui tout seul. Donc, si on prend la définition du joueur le plus valuable, donc le plus important pour son équipe, moi, je suis tenté de le donner à Lamar Jackson, même si, en effet, statistiquement, à la passe, ce n'est pas au niveau de Brady. Sur le nombre de victoires, ce n'est pas non plus totalement au niveau de Brady.
Mais je serais tenté. Ouais, moi, je vais le donner à Lamar Jackson. Non, mais je suis content parce que c'est les deux joueurs qui m'ont fait hésiter jusqu'au bout. Donc, c'est bien. On en a un chacun. Tu as tout dit. En effet, la question du valuable, c'est toujours une question. Il y en a qui avaient provoqué il y a 2 ans en disant le joueur le plus valuable, c'est McCaffrey. Et ça se défendait. Enfin, ça dépend toujours de la définition qu'on a de valuable. Mais oui, Lamar Jackson, il est l'âme de cette équipe. Et tu l'as dit, ces comebacks de fin de match, hein, ça peut rentrer vraiment dans la tête des gens quand il va falloir voter. Ce côté clutch, là, ce côté, t'es dos au mur, t'as une seule solution, c'est aller marquer, et bah tu vas marquer. Et puis, ça fait la différence. C'est valuable qui fait gagner. Parce que McCaffrey ne faisait pas gagner, non, mais on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que je disais qu'il y a cette nuance de dire, évidemment, on ne le donne pas toujours au mec le plus important pour son équipe, parce qu'il y a des mecs dans des équipes pourries qui sont importants, mais qui ne gagnent pas. Bien sûr. Non, mais moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. On aura un vote pour Tom Brady, un vote pour Lamar Jackson. Donc, dans cette émission, on va aller un petit peu plus vite sur les autres trophées où il y a un peu moins de suspense. Le joueur offensif de l'année, Cooper Kupp. Bon, ça, c'est à l'unanimité, je crois. 74 réceptions, 1019 yards, 10 touchdowns. On dirait des stats de fin de saison quand même pour la plupart des receveurs. 74 réceptions, 1019 yards, 10 touchdowns. Il est premier dans toutes les catégories. Pour moi, incroyable. Le seul qui aurait pu disputer, c'est Derrick Henry, mais il s'est blessé. Il s'est blessé, en effet. Derrick Henry était à 900 yards, il aurait pu, mais Cooper Kupp est largement dessus. Joueur défensif de l'année. Miles Garrett. Miles Garrett, à un moment, il faut que ça tombe quand même. Alors, il est premier en nombre de sacs, il en a fait 12 en 9 matchs, mais il n'y a pas que ça, il y a une présence incroyable. Sur chaque action, course ou passe, il influence ce jeu. Il y a un débat avec peut-être un autre joueur que tu vas choisir, on va voir. Mais par contre, comme disait Raphaël, quel dommage que ça ne soit pas une grande saison d'Aaron Donald, parce que cette année, il aurait pu gagner le MVP. Mais non, je pense que Miles Garrett et éventuellement, je te laisse finir la phrase. Et éventuellement, TJ Watt. Exactement. Parce que, alors tu sais, en le faisant, en fait, je me disais, et tu t'en parles bien avec Donald, pour moi, on ne devrait pas appeler ça joueur défensif de l'année, on devrait appeler ça Most Valuable Defensive Player, tu vois, genre pour qu'ils aient leur MVP à eux ou un truc comme ça, parce qu'ils n'auront jamais le MVP normal. Non. Il a 8 sacs et demi et surtout, moi, il a des actions décisives. On revient à Valuable, il fait gagner des matchs aux Steelers. Ils tiennent grâce à lui. Donc, c'est pour ça que je rajoute Valuable pour joueur défensif de l'année de TJ Watt. Moi, j'irai sur lui. Après, je ne suis pas outré par Myles Garrett. Hein. C'est pas... Non, mais moi, j'ai hésité entre les deux. Donc, encore une fois, bel équilibre. Très content qu'ils aient un vote chacun. Rookie offensif de l'année. Alors, on a dit, on va le dire, parce qu'on a eu le débat dans la rédaction, et Grégory Richard n'était pas content qu'on dise qu'il n'y avait pas de débat. Il était d'accord plus ou moins sur le choix, mais pour lui, il y avait possibilité de débat. Pour moi, il y a un débat. Ah, pour toi, il y a un débat. OK. Ah oui, pour moi, il y a un débat. Alors, Ja'Marr Chase a fait un début de saison canon, 800 yards, 7 touchdowns, très bien. Mais il est quand même déjà un peu en perte de vitesse sur les 2 dernières semaines. Et je pense que Kyle Pitts, malgré l'absence de Ridley, porte l'attaque d'Atlanta. Que Devonta Smith, malgré un quarterback qui lance 150 yards par match, il a déjà 550 yards et 2 touchdowns. Et Rashawn Slater fait une saison extraordinaire aux Chargers, mais on sait très bien que les hommes de ligne seront toujours oubliés. Donc, j'ai enlevé la conversation. C'est malheureux pour lui, mais c'est comme ça. Donc, pour l'instant, Ja'Marr Chase, mais honnêtement, pour moi, c'est un vrai débat. Et la seconde partie de saison va être fondamentale parce qu'il y a un vrai débat. Alors, si je peux me permettre, il y a un petit biais quand même dans ce que tu dis sur la forme du moment. C'est-à-dire que, parce que tu dis Ja'Marr Chase baisse un peu d'intensité, mais Kyle Pitts, il a mis quelques matchs à rentrer dedans. Oui, mais là, il arrive à porter l'attaque sans Ridley. Et ça, c'est quand même… Alors qu'il a 2 joueurs sur le dos. Hein. Devonta Smith aux Eagles, c'est le seul receveur potable. Je peux te dire que les mecs, ils ne regardent même pas Reagor. Hein. Non, mais quand même, tu vois, quand tu as un quarterback qui lance que 150 yards dans le match et qu'il y en a 120 pour toi, et que tu es obligé de faire la séparation tout seul, alors que tout le monde sait que le ballon va arriver vers toi, je trouve que ces 2 joueurs méritent une mention. Non, bien sûr. Après, est-ce que pour les rookies, c'est vrai qu'on en parle moins en général, mais est-ce que le fait de gagner joue? Parce que la différence entre Ja'Marr Chase, Kyle Pitts et Devonta Smith, c'est aussi que il y a toi, évidemment, mais il n'y a pas grand monde qui regarde les Eagles en ce moment, si tu veux, et Devonta Smith. Et Ja'Marr Chase, il a eu quelques prestations un peu glamour bling-bling aussi. Tu vois, les Bengals étaient à 5-2, ça le mettait sur le devant de la scène. Non, mais encore une fois, pour l'instant, au point, c'est lui. Je reprends ma métaphore de la boxe. Mais je pense que ça va être serré. Et quand même, une mention, parce que ça fait des années qu'on dit que l'offensive rookie d'année, c'est un trophée de quarterback comme le MVP.
On a 5 quarterbacks dans le top 15, on n'en a même pas cité un des 5. C'est vrai. Ça veut dire beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est pas la folie pour eux cette année. Rookie défensif de l'année. Micah Parsons. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas débat quand même. Non, il y a des belles mentions. Greg Newsome, Patrick Surtain, bon, qui malheureusement vient de se blesser. Il y a des belles mentions, mais Micah Parsons, c'est trop fort. Enfin, il est ce qu'on voyait à Penn State, c'est-à-dire un joueur qui peut être linebacker, qui peut être defensive end, qui peut couvrir, qui peut blitzer, qui peut pass rusher. Enfin, il sait tout faire. Il sait tout faire et il est l'âme de cette défense des Cowboys. Si cette défense des Cowboys va mieux, c'est grâce à Diggs, mais c'est grâce à lui aussi. 52 plaquages, 5 sacs, 14 quarterback hits et 2 passes déviées, en effet, pour Micah Parsons. Donc oui, moi, c'était mon choix aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le pauvre Patrick Surtain, tu disais, il est bon, mais il sera toujours connu comme celui qui aurait pu être Justin Fields à Denver. Donc, c'est une carrière un peu difficile qui s'annonce pour lui si Justin Fields réussit. Coach de l'année. Pas facile, celui-là, je trouve. C'est toujours... Ah bon ? Ouais, c'est jamais trop facile. Moi, j'ai toujours du mal avec le coach de l'année, personnellement. Je sais jamais trop sur quoi les juger. T'exclus toujours un peu ceux qui en ont eu plusieurs ou qui sont là tout le temps. Donc, c'est pas un trophée facile, je trouve. Eh ben moi, c'est les matchs de ce week-end qui m'ont décidé. Ah, on va peut-être avoir le même, alors. Cliff Kingsbury. Il l'a déjà eu ou pas? Parce qu'il fait une première bonne saison. Non. Non, et pour le coup, tu vois, je trouve que les Cardinals font partie des meilleures équipes de la Ligue en bilan. Et on a vu avec l'absence de Murray et de Hopkins que cette équipe est bien coachée parce que même sans ces deux meilleurs joueurs, le système tourne et ils gagnent des matchs. Et ça, c'est la preuve d'une équipe bien coachée. Écoute, ils ont le meilleur bilan de la ligue, c'est logique que le coach l'ait, en plus il l'a jamais eu, donc ça me choque pas. Moi sur mes notes, j'avais Mike Vrabel, entre parenthèses, montée en puissance de la défense, ou Cliff Kingsbury, point d'interrogation. Parce que Vrabel, avec ses Titans, tu vois, s'ils vont en playoff très bien classés dans cette conférence, sans Derrick Henry sur la deuxième partie de saison. Ouais, non, mais c'est tout à fait défendable. Mais moi, j'avais Vrabel ou Kingsbury, j'hésitais entre les deux. Je vais dire Kingsbury au moment où on se parle. Et j'ai Vrabel dans la course s'il arrive à maintenir cette équipe. Et puis, alors celui-là, c'est vraiment pour le sport, parce que c'est vraiment le trophée le plus insignifiant. Comeback de l'année, il est facile celui-là. Bah écoute, comme on donne toujours aux gens qui reviennent de blessure Dak Prescott, du coup. Bah c'est ça. Il est dans la course. Même si pour le fun, Cordarrelle Patterson, mais bon, en vrai. Il est quasiment dans la course au MVP. Et puis Cordarrelle Patterson ? Non, Dak Prescott, je disais ça pour le retour. Donc, il est quasiment à la course au MVP. Il est de retour de blessure. Donc, en effet, il y a la totale pour celui-là. Voilà pour nos trophées de la mi-saison. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire part des vôtres sur les différents supports possibles et imaginables. Et nous, on revient à la semaine 10 avec l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, elle oppose les New England Patriots aux Cleveland Browns, l'ancienne équipe de Bill Belichick contre l'équipe avec laquelle Bill Belichick a fait oublier son passage chez les Browns. Match très intéressant, deux équipes qui sont dans la course au playoff en AFC parce que les Patriots seraient qualifiés si la saison s'arrêtait aujourd'hui. Ils sont en 7e position. Ils ont l'avantage sur Cleveland justement et Kansas City pour le meilleur pourcentage de victoires sur les matchs de conférence parce qu'ils ont tout ce petit monde à le même bilan. Pour aller directement dans l'opposition, les Patriots ont une bonne défense, mais alors j'allais dire, est-ce qu'ils ont une bonne défense contre la course? Parce que c'est là que ça commence quand on veut ralentir Cleveland. Mais Nick Chubb a été contrôlé positif au Covid et il doit rendre des tests négatifs avant d'être sûr de pouvoir jouer, ce qui n'est pas assuré au moment où on se parle. Prenons quand même cette hypothèse-là. Est-ce qu'ils peuvent stopper la course, les Patriots? Je pense que oui. Je trouve que cette défense progresse à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce qui est le plus visible, c'est les interceptions. Ils provoquent beaucoup de turnovers. Ils sont à 16%, troisième de la ligue, je crois. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'exploser, et notamment Christian Barmore, le joueur de ligne défensive, qui est vraiment en train de devenir un atout pour justement défendre la course, je trouve. Et vraiment, cette équipe, on sent que la mayonnaise est en train de prendre, et c'est meilleur chaque semaine. Et la défense, vraiment, moi, m'impressionne. Donc, oui, je pense que évidemment, ça va être un gros challenge, mais si en plus Chubb est incertain, oui, je pense que cette défense peut tenir. L'absence possible,
je suis en train de. On enregistre donc le mercredi soir. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il rende. Ouais, il faut qu'il rende 2 tests négatifs vendredi, à 24 samedi. heures d'intervalle. Bah, ou jeudi, vendredi. Ouais, mais il faudra vraiment que ça ait été un faux positif dans ce cas-là, quoi. Ouais, après, il y a un autre truc qui m'inquiète, moi, sur l'attaque des Browns, puisqu'on est sur cette opposition-là, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'équipe qui a concédé le plus de yards en pénalité, 602 yards, 32e de NFL. Et de l'autre côté, c'est très discipliné. Donc, s'ils se prennent 100 yards de pénalité alors que les Patriots en prennent 15, ça peut être le genre de truc qui fait le match. Donc, attention à ça. Mais alors, du coup, partons du principe que Chubb n'est pas là. Ils sont ralentis au sol. Est-ce que Baker Mayfield, maintenant l'homme heureux sans Odell Beckham, peut gérer cette opposition avec une défense des Patriots dont on sait qu'elle est toujours compliquée à jouer. Il n'y a plus Stephon Gilmore, mais il y a Jesse Jackson et il y a plein de joueurs de qualité. Oui, il y a Jesse Jackson, il y a Judon pour mettre la pression aussi sur Baker Mayfield, parce qu'on a vu cette année que dans la gestion d'approche, Baker Mayfield, ce n'est pas la sécurité sociale. Donc, à part David Mills, il n'y a pas beaucoup de grosses faiblesses dans cette défense. Je pense que ça va être dur. Même s'ils ont été très bons la semaine dernière, ça va être un vrai test. Il va falloir montrer plus dans les airs. Oui. Ouais, ça va être... Je suis de moins en moins confiant. Plus on avance, moins je suis confiant pour Cleveland, en fait, dans ce match. Après, il faut quand même le dire, il y a un vrai défi pour l'attaque des Patriots parce qu'on met à l'aise Mac Jones depuis le début de la saison, on fait courir, etc. En plus, il y a des blessures sur leurs coureurs, Damien Harris qui est incertain, etc. Là, ils se retrouvent face à Myles Garrett, leader de la NFL avec 12 sacs, des defensive backs qui sortent d'un gros match contre Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Et sans faire insulte à Mac Jones et ses receveurs, ils ne sont pas Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Oui. Alors, j'ai envie de dire que cette attaque, pour avoir beaucoup vu les Patriots cette année, elle vit et meurt par Damien Harris quand même. Donc, le fait qu'il soit là ou pas, même si j'adore Ramondre Stevenson, je pense que ça va être un gros enjeu. Et comme tu as dit, Mac Jones, c'est pas mal. Si on compare aux autres quarterbacks rookies, c'est même vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas encore décisif. Et la défense des Browns, elle est vraiment très bonne. Moi, j'ai noté une stat qui m'avait étonné. Il concède 5,1 yards par action. C'est le 3e meilleur total de NFL. Donc, c'est vraiment une défense qui est bonne, même avec l'absence de Jeremy Awuzu pour un mois. Et je le dis tout de suite, moi, je pense que c'est un match où il ne va pas y avoir beaucoup de points. Non, je réalise au fur et à mesure qu'on avance, mais d'autant que les Browns ont la 3e défense contre le sol, contre la course. Donc, je ne vois pas, en plus, s'il manque Harris, comme tu disais, qui a fait beaucoup de bien à l'attaque, ça va être très, très serré. Ça va être très, très compliqué pour les deux équipes d'avancer, de sortir des choses de ce match. Et j'ai envie de dire qu'à l'expérience et aux cibles, même s'il n'a pas des cibles exceptionnelles, mais à l'expérience et aux cibles, Baker Mayfield semble avoir un avantage quand même. Oui, moi, je mise Cleveland pour ce que j'appellerais une victoire moche. Oui, non, mais c'est un jeu un peu ça. Parce que, encore une fois, moi, ce qui manque cruellement à Mac Jones, parce qu'on dit oui, il est mis dans des bonnes conditions pour progresser, etc. Il a une bonne ligne, il a un bon jeu au sol, une bonne défense. Il lui manque quand même, on parlait de Ja'Marr Chase avec Joe Burrow, il lui manque son Ja'Marr Chase ou son Kyle Pitts ou son DeAndre Hopkins ou un mec. Il n'y a personne quand même. Les receveurs des Patriots, c'est quand même à la folie, quoi. Il y a Nelson Agholor. Ouais, le héros du Super Bowl. Non, mais tu vois, Jacoby Myers, Nelson Agholor, etc. Enfin, c'est très bien, mais c'est des receveurs 2 ou 3, quoi. La meilleure cible, c'est Hunter Henry. Ouais. Jonnu Smith, il faudrait qu'il arrête de dropper des ballons. Non, clairement, c'est pas extraordinaire. Donc, il s'en sort bien, en plus, vu le matos qu'il a, Mac Jones, par rapport à... Il a une bonne ligne, quand même. Il a une ligne qui est bonne, mais oui, je suis d'accord que globalement, il fait une bonne saison rookie. Il a une bonne ligne, mais voilà, il faut voir les cibles, quoi. Oui, il fait une bonne saison rookie. Bon, en tout cas, s'il veut frapper un grand coup, montrer qu'il est en avance sur le programme, taper cette défense des Browns... ça peut être pas mal. Ça ferait l'affaire. Ceci étant dit, pronostic, donc tu disais les Browns moches. Moi, je vais aller sur les Browns plutôt moches aussi, à mon avis, dans ce match. Mais ça va être une opposition, encore une fois, très intéressante entre deux équipes qui jouent les playoffs, qui sont dans la course aux playoffs, et Cleveland, qui espère sûrement repasser devant New England dans cette course aux playoffs. Mais
Vraiment, moi, je trouve que ces Patriots sont une des bonnes surprises de la saison, au sens où ils sont vraiment dans les clous du programme qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils sont exactement au même niveau que l'an dernier, sauf que là, ils ont un quarterback qui a du potentiel. Oui, moi je pense qu'ils vont finir en playoff. Ils Ouais. sont dans cet océan d'irrégularité qu'est l'AFC. C'est une des seules équipes qui est vraiment régulière, Ouais, c'est vrai. qui en plus progresse un petit peu. Donc, et ils ont quand même. Voilà, je pense qu'ils vont gratter des matchs. J'y crois. Eh bien, c'est un pronostic intéressant. Passons justement aux autres pronostics. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3. Work. Et au niveau des pronos, ça se resserre en tête. Il y a vraiment, je sais plus, je cherche un terme cycliste, mais je le trouve plus. En tout cas, ça se resserre en tête. 90 partout pour Raphaël, Raoul et moi-même. Parce que la semaine dernière, Raoul a fait 9 points, j'en ai pris 8 et 7 pour tous les autres, c'est-à-dire Grégory, Raphaël, Lucas et toi, Victor. Donc, au général, 90 pour Raphaël, Raoul et moi. Victor 86, Lucas 84, Grégory 83. Voilà donc pour les pronos et je vous donne le pourcentage donc de ceux qui sont en tête. On est à 66,2% de bons pronostics, donc 2 tiers. Voilà, 2 tiers de bons pronos, ça me semble honnête. Moi j'adore. J'adore ces dernières semaines. Je trouve ça génial qu'on fasse 7 parce que ça veut vraiment dire qu'il y a des surprises dans tous les sens. Et cette saison est peut-être celle qui m'enthousiasme le plus depuis des années. Je trouve que toutes nos certitudes sont détruites semaine après semaine. Tout le monde peut battre tout le monde plus que jamais. Et c'est vraiment... on prend un plaisir fou cette saison. Alors, je vais te dire, on avait des scores qui montaient assez haut sur les semaines 6, 5, 4, etc. Et en effet, depuis la semaine 7, le meilleur score, il y a eu un 9, il y a eu des 9 sur la semaine 7. Ça plafonne à 8 sur la semaine 8 et ça plafonne à 9 sur la semaine 9. Donc, en effet, on n'a pas tapé les 10 bons pronos depuis 3 semaines. Donc, ça va être serré. Le match du jeudi, Dolphins-Ravens, Tua Tagovailoa est incertain. Fracture du pouce, non? C'est du majeur? Oui, c'est un doigt, je crois. Il a un doigt touché, mais je ne me rappelle plus du doigt en question. Bref, Tua Tagovailoa ou pas, de toute façon, face à mon MVP, je vais te dire, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non, je pense qu'il y a pas match. Ça va mieux du côté de Miami si on appelle mieux de gagner une purge comme celle qu'ils ont gagnée dimanche. On va dire que ça va toujours mieux quand tu gagnes. Mais cette attaque est toujours pas suffisante et cette défense ne contiendra pas Baltimore. Là, pour le coup, j'imagine pas de surprise. Ouais, après, j'étais en train de me dire que la semaine dernière, on avait un peu rigolé avec des trucs comme ça en disant il n'y a pas match, il n'y a pas match. Et on a eu une victoire des Jaguars sur les Bills. Donc, on va peut-être essayer d'être prudent cette semaine. On va moins les. Mais non, on prend des risques. Déjà que les gens sont déçus parce que d'habitude, ils attendent de savoir qui ont hype pour jouer une défaite de cette équipe et réussir des paris. Bon, là, ils sont perdus. C'est vrai. Cowboys Falcons, on passe à dimanche 19h. Atlanta est en playoff au moment où on se parle. C'est une demi-surprise ou après c'est une surprise. Après, c'est une équipe de milieu de tableau qui bat ceux qui doivent battre. C'est-à-dire que leur victoire, c'est Giants, Jets, Dolphins, Saints. Bah, c'est déjà bien. Parce que honnêtement, avant le début de la saison, moi, je les voyais plutôt dans le top 3-5 du bas de la ligue. Mais ils sont en play-off au moment où on se parle. Après, là, les Cowboys sortent d'une défaite, surprise aussi, contre les Broncos. Est-ce que Atlanta a une chance de continuer sa course vers les playoffs? Il y a une chance, mais j'ai du mal à croire que l'attaque de Dallas passe 2 semaines de suite à côté. Je pense qu'il y a quand même un côté revanche. Ils se sont fait humilier. Ils se sont fait humilier à domicile en plus. D'autant que ce n'est pas une défense formidable, Atlanta. Non. Je pense que ça va être le réveil de Dallas. Allez, Cowboys pour tout le monde. Je check d'ailleurs, j'ai pas mis le. Ah si. Attends, pas très souvent. Ah si, oui, d'accord. Je regardais si on avait rempli le. Non, je suis en train de remplir pour toi. Le fichier, oui, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, ok. Donc, j'étais sur Cowboys, Falcons, Cowboys pour tous les deux. Colts, Jaguars. Les Colts sont quand même ce que les Bills n'ont pas, c'est-à-dire un énorme jeu au sol. 5e équipe au sol de la Ligue, Indianapolis. Jacksonville, c'est une équipe honnête contre la course, top 15 quand même. Mais
j'ai quand même l'impression que les Colts ont de quoi épuiser l'adversaire. C'est passé de très, très peu pour les Jaguars avec un énorme match défensif en pression sur le quarterback. Je pense qu'Indianapolis, là, sur ses fondamentaux qu'ils ont montrés depuis quelques semaines, ça passe. Donc, moi, j'irai les Colts. Oui, moi aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental dans le foot américain, c'est les pertes de balles. Et la défense des Colts, qui provoque 19,6% de pertes de balles, premier en NFL, et l'attaque à 8% de pertes de balles, c'est 7e en NFL. Donc, c'est une équipe qui a retrouvé son identité, jeu au sol, passe longue, qui ne perd pas de ballon. Bah, pour moi, ce sera suffisant pour battre les Jaguars. Je ne les vois pas faire 2 exploits de suite, surtout que l'attaque ne tourne pas. Ils ont gagné 9-6. Donc... Les Patriots contre les Browns, on a tous les deux donné les Browns. Les Jets contre les Bills. La semaine dernière, donc, on avait dit que les Bills allaient pulvériser les adversaires. Leurs adversaires, là, ils sont censés pulvériser les Jets, a priori. Donc, est-ce qu'ils peuvent encore caler ? Alors, je te dirais que j'ai envie de te dire non, mais je ne vais pas être ultra confiant. Quand je vois une équipe qui fait 0,22 yards par course, une ligne offensive qui est plus mauvaise semaine après semaine, je pense que la défense des Bills reste excellente parce que bon, ils perdent 9-6, donc ça veut dire qu'ils n'ont pris que 9 points. Donc je pense que ça va passer contre les Jets, mais il va vraiment falloir un déclic en attaque parce que là, ça devient vraiment inquiétant. Bon, les Bills aussi pour moi. Les Steelers contre les Lions. Les Lions marquent 16,8 points en moyenne. Est-ce que contre Pittsburgh, ils atteignent cette moyenne ou pas ? Non. Non, je pense pas. Je pense que là encore, ça va être une victoire moche, mais les Steelers, il y a quand même du talent, même si Big Ben, il faut vite qu'il prenne sa retraite parce que ça devient problématique. Voilà, vous pouvez attendre la fin de la saison pour lui dire maintenant. Il ne va pas la prendre en cours d'année. Ouais, mais Najee Harris commence à monter en puissance, Adine progresse. C'est toujours bien coaché, parce que Tomlin, on n'en parle jamais, mais ça fait partie des meilleurs coachs de cette ligue depuis très longtemps. Donc, non, je pense qu'ils vont s'occuper du cas des Lions assez facilement. Et TJ Watt, s'il veut être défenseur de l'année, il serait bien inspiré de mettre 2-3 taquets à l'oreille de Jared Goff. Oui, là, c'est vrai qu'il a l'occasion de faire grimper un peu son total. Il y aura notamment comment dire, Penny Sewell en face, le jeune Penny Sewell qui repasse à droite, si je dis pas de bêtises, pour Détroit. Normalement, oui. Ouais. Les Steelers, donc pour tout le monde. Tennessee Titans, New Orleans Saints. Alors, un drôle de match, pas de Derrick Henry pour les Titans. Maintenant, on le sait, les Saints sans quarterback solide. Il y a une bonne défense des Saints, il y a une bonne défense des Titans. Est-ce qu'on peut dire maintenant que les Titans vont aller chercher ce match grâce à leur défense ? J'ai surtout envie de te dire que le Factor X, c'est les Saints, parce que ça dépend Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Est-ce que c'est les Saints qui mettent des patates aux Buccaneers et aux Packers, ou est-ce que c'est les Saints qui perdent contre les Giants ? Donc, c'est difficile de savoir ce qu'on a en face. Après, il y a quand même plus de certitude du côté de Tennessee. Il y a quand même une attaque aérienne qui fonctionne et une défense, tu l'as dit, qui progresse et qui peut aujourd'hui faire la différence. Donc, je mets Tennessee, mais je ne suis pas non plus. J'enterre jamais les Saints, parce qu'on ne sait jamais quoi faire avec cette équipe. C'est vrai qu'ils peuvent toujours surprendre. Je vais aller sur Tennessee aussi pour toutes les raisons que tu as citées. Ça reste quand même plus expérimenté au poste de quarterback, au niveau des receveurs aussi. Enfin, il y a tout ça. Et en plus, cette défense dont on a beaucoup parlé mardi. Donc, ça progresse. Washington contre Tampa Bay. Retour de semaine de repos pour Tom Brady et sa bande. Après une petite semaine de militantisme en faveur du syndicat pour Tom Brady. Je voulais voir ça sur le site également. La défense de Washington a progressé ces dernières semaines. Alors, est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore progresser et ralentir des Buccaneers qui ne sont pas sûrs d'avoir Rob Gronkowski et Antonio Brown notamment? Ralentir, oui. Arrêter, non. Et de l'autre côté, je ne vois toujours pas comment l'attaque pourrait marquer plus de points que Tampa Bay. Donc là, pour moi, ça fait partie des matchs où je n'ai pas beaucoup à réfléchir avant de donner les Buccaneers. Oui, Buccaneers également pour ce match-là, ça me semble assez évident. Cardinals, Panthers, Kyler Murray qui n'est pas encore assuré de jouer, mais en face, il y a une attaque en perdition. Sam Darnold est blessé. PJ Walker devrait être à sa place. Ça semble compliqué, même avec Colt McCoy. Le MVP d'AXFL, PJ Walker, il faut évidemment lui rendre hommage. Je pense en effet que ça va être trop compliqué. Là, actuellement, les Panthers sont en perdition. La défense ne suffit plus à contrebalancer les carences de l'attaque.
pense que P.J. Walker, ce n'est pas forcément une grosse perte de niveau par rapport à Sam Darnold, mais j'ai du mal à croire que ça puisse être suffisant, même si c'est McCoy, même s'il n'y a pas Hopkins, je pense que ça suffira. Ouais, je suis désolé, pour une fois j'improvise, mais il y a mon chat qui est venu se coucher sur mes genoux en pleine émission, ce qui m'a un peu déconcentré, c'est pour ça que je laisse Victor se débrouiller tout seul. Ne t'inquiète pas, il y a un épisode sur 2 du Fly Podcast Fly qui se déroule comme ça, donc je suis habitué, t'inquiète pas. Voilà, j'étais obligé de couper mon micro pour qu'on n'entende pas les miaulements en fait. Donc, tu disais sûrement Cardinals, et je vais dire évidemment Cardinals aussi pour cette équipe qui est quand même largement au-dessus de ce que fait les Panthers actuellement. Chargers, Vikings, on est passé dans les matchs de 22h. Je n'ai pas précisé, Cardinals, Panthers, ce sera 22h. Chargers, Vikings également. Dalvin Cook contre la défense au sol des Chargers. A priori, il y a quand même un gros coup à jouer. Les Chargers prennent 161 yards au sol par match. Ils sont derniers et de loin. Ils prennent 30 yards de plus que les Texans au sol qui sont avant-derniers. Est-ce que c'est du tout cuit pour Dalvin Cook et des Vikings dont on dit trop souvent qu'ils sous-performent? C'est pas du tout cuit, mais ça ressemble au match piège. Parce que j'ai pu les observer, les Chargers, la semaine dernière attentivement. Oui, c'est extrêmement faible contre la course. Et il y a Dalvin Cook, mais j'ai envie de dire qu'il y a un comité de coureurs où ils sont tous bons. Et il y a une ligne offensive qui est construite pour aider ces coureurs-là. Ça peut être un vrai facteur X. Il y a un monde où les Vikings font 250 yards au sol et où ça suffit parce que les Chargers, je veux dire, en mettre 27 à la défense des Eagles, qui de toute façon est aux abonnés absents, c'est une chose, mais c'est quand même pas une attaque flamboyante depuis quelques semaines. Donc, c'est un match piège. Oui. Ouais, c'est un match, en tout cas, vraie opposition de style, un peu comme l'a déjà été le Eagles-Chargers. Ceci étant dit, vu la capacité des Vikings à s'aborder, j'ai toujours un doute. Je vais aller sur les Chargers quand même. Moi, je vais sur les Vikings. Ça se comprend très bien et je pourrais le regretter, mais j'ai du mal. Je ne sais pas si ça va influer, je ne sais pas si c'est une affaire là où on est sur un truc à échéance courte ou pas, mais on vous le dit, c'est sorti sur le site mercredi, que Dalvin Cook est accusé d'agression aussi maintenant par une ex-petite amie, avec des preuves assez, en tout cas qui ont l'air de fuiter, assez accablantes. Ouais, mais c'est une affaire bizarre parce qu'apparemment c'est Ed qui est rentré dans la maison. Et du coup, selon les lois du Minnesota, il y a la légitime défense, je ne sais pas quoi. Donc, ouais, voilà. À mon avis, ça va être une histoire qui va traîner. Voilà. Bon, en tout cas, on vous le mentionne. C'est arrivé cette semaine. Moi, je vais dire Chargers quand même. Broncos, Eagles. Il y a du mieux pour les Eagles quand même. Ça court beaucoup. Ça envoie juste ce qu'il faut. Est-ce que c'est la recette pour faire progresser Jalen Hurts tranquillement qu'ils ont trouvé là? En tout cas, c'est le seul moyen de gagner parce que tu ne peux pas demander à Jalen Hurts de lancer 350 yards. Après, j'ai envie de te dire que c'est deux équipes finalement assez similaires parce que les Broncos, plus ça va et plus ils passent par le sol aussi. Sauf que les Broncos ont plus de talent, notamment en défense. Parce que le vrai problème des Eagles, c'est plus l'attaque. L'attaque, elle met ses 24, 27, 30 points à tous les matchs. Le vrai problème, c'est qu'il y a une défense qui est incapable d'arrêter et la course et la passe de toute façon. Donc, moi, je pense que les Broncos ont trop de talent en attaque pour être arrêtés par cette défense. Donc, pour donner une stat, alors c'est une stat Eagles, mais vous dire à quel point c'est incroyable. Entre 1950 et 2020, les Eagles ont encaissé 80% ou plus de passes complétées par un quarterback 6 fois. Ils l'ont fait 5 fois cette saison. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, moi, je pense que les Broncos ont trop de talent. Broncos également pour moi, Packers, Seahawks avec Russell Wilson. Oui, ça c'est quand même la bonne nouvelle de la semaine. On est toujours content de retrouver des quarterbacks de haut niveau. Avec Aaron Rodgers, on ne sait pas, mais normalement oui. C'est-à-dire que Aaron Rodgers, selon les protocoles Covid, donc n'a pas à rendre de test négatif parce qu'il a chopé le Covid. Et qu'il n'est pas vacciné. Voilà, et qu'il n'était pas vacciné. Donc il devait rester en quarantaine 10 jours et en théorie, il peut revenir au bout de 10 jours, ce qui le fait revenir pile juste à temps pour ce match. Donc, partons quand même du principe que les deux stars sont là. Et là, ça fait quand même un beau match, quoi. Si Rodgers est là, Seattle risque de souffrir, évidemment. Mais Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, tout ça va retrouver un peu de jus. Est-ce qu'on a un match serré ou est-ce que Green Bay garde quand même la main parce que leur défense performe plus? J'ai envie de dire que ça dépend de l'état réel de Wilson. Si on a 70% de Wilson, ça ne suffira pas.
Si on a 100% de Wilson, oui, il peut les embêter. Après, je pense qu'en effet, la défense est quand même meilleure du côté des Packers. Et j'ai envie de dire Packers pour ce match. Je te dirais Packers aussi. Moi, j'ai même envie de te dire que Wilson à 100%, ça fait match. Mais presque, il faut à 110% en fait pour qu'il gagne. Il faut un exceptionnel Russell Wilson, quoi. Donc je dis Packers aussi là-dessus, en partant du principe qu'Aaron Rodgers soit revenu. Oui, voilà. C'est ça. Raiders Chiefs, c'est le match de la nuit, 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaque des Raiders avec DeSean Jackson. Ça change tout, non? Non, je déconne. Non, mais c'est vrai, ils ont une menace en profondeur, mais DeSean Jackson, il est cramé depuis 5 ans, non? Ça dépend des moments. Là, au Rams, il a fait 2-3 petites réceptions sympas, mais oui, c'est plus le DeSean Jackson que ça a pu être à l'époque. Ouais. Donc pour moi, ça ne change rien. Et donc, je donne les Chiefs parce que même s'ils ne sont pas impressionnants, ils n'ont pas perdu de ballon. C'est déjà un progrès. Quoique, tu sais quoi, je me mets presque à douter quand même. Bah, moi, je doute. Moi, je doute sérieusement. Ils sont quand même 32e en turnover. Et quand même, il y a un moment, c'était là dimanche, on en parlait dans la rédaction. J'avais Mahomes en double écran, etc. Mahomes, il est cassé. C'est pas possible. Tu peux pas être à 12/20, 50 yards à la mi-temps quand tu es Mahomes. On a l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé, mais d'un coup. C'est vraiment une chute. J'en fais beaucoup parce qu'on parlait d'une des attaques les plus explosives de l'histoire depuis 2 ans. Et là, on a l'impression que plus rien ne va. Ça a chuté totalement. Donc, je ne sais pas quoi en penser de cette équipe. J'ai quand même mis Kansas City. Mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Et j'arrive plus à croire au réveil de Kansas City comme j'y croyais avant. Ouais, je mets Kansas City, mais en étant en effet beaucoup moins moqueur et sûr qu'au début. Je ne serais pas du tout étonné que les Raiders gagnent ce match, en fait. Donc oui, l'attaque des Raiders manque un truc maintenant sans Henry Ruggs et il y a beaucoup de coups durs qui s'accumulent chez eux. Je vais dire les Chiefs encore une fois, mais oui, attention, très attention. 49ers Rams, c'est le dernier match de la semaine. Il est à 2h15 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Les Niners ont gagné les 4 derniers matchs entre ces deux équipes, mine de rien. Alors évidemment, c'était avec Jared Goff aux commandes. Mais sur la tendance, évidemment, Los Angeles est bien plus complet maintenant. Est-ce que les Niners sont toujours une grande défense? Ils prennent plus de 25 points par match en ce moment. Cette année, je veux dire. Non, ils ne sont pas une grande défense cette année. En plus, ils ont quand même des blessures. Le duo de safety est blessé. Il y a quand même des blessures un peu partout. Ils ont des fulgurances parce qu'ils ont des individualités, comme Joey Bosa et Arik Armstead et Fred Warner. Mais non, globalement, cette défense commence à devenir sacrément faible. Et je pense qu'ils vont prendre le bouillon. Là. Ouais, les Rams aussi, alors. Les Rams pour tout le monde? Les Rams. Avant de passer aux cotes, petite semi-info. Je fais ce que je peux. Au moment où on enregistre, Odell Beckham serait en train de se concentrer sur les Chiefs, les Packers, les Saints. Okay. C'est les rumeurs qu'il y a depuis 3 jours en même temps. Il n'y a rien de nouveau. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Les Chiefs parce que Patrick Mahomes prétendant. Les Packers parce que Aaron Rodgers prétendant. Et les Saints parce qu'il est né en Louisiane ou pas? Je sais qu'il a été à la fac en Louisiane. Mais il a été à LSU. Après, est-ce que c'est un natif de Louisiane? Ouais, je ne sais pas du coup. C'est une bonne question. Mais attends, petite recherche. Si, il est né à Bâton Rouge. Ah, il est né à Bâton Rouge. Ouais, donc c'est vraiment chez lui. Ouais. Donc les 3 choix s'expliquent quand même totalement. Ça, il pourrait nous faire une Stephen Gilmore. Oui. Après, aux Saints... Sauf que lui, il n'a pas de bague. Il y va pourquoi? Pour se faire lancer le ballon par qui? À part Trevor Siemian, tu connais pas de... Il y a plein de mecs qui rêvent de recevoir un ballon de Trevor Siemian. Hein. Ouais, bon. En tout cas, il y a une capacité boulard et explosion médiatique chez les Packers d'Aaron Rodgers qui est merveilleuse. Hein. Là, c'est du clic assuré pour moi, hein, pour le site. Là, ça va être une mine d'or. Hein. Je ne sais pas lequel va faire craquer l'autre le premier, mais ça va être merveilleux. Ça va être terrible. Ça va être merveilleux. Moi, je pense, hein, je croise les doigts pour Green Bay, hein, parce que là, on a des buzz qui attendent, on a plein de choses. Quand Rodgers et Beckham, ils vont t'expliquer que s'ils n'ont pas gagné, c'est la faute des Illuminati reptiliens qui ont comploté pour leur mettre des petites micro-doses de vaccin par surprise dans leur petit déjeuner et que c'est pour ça qu'ils ont perdu. Pouf, ça va être du très haut niveau, mes amis. Les cotes.
En attendant, donc, l'alliance ultime entre Odell Beckham et Aaron Rodgers, encore une fois, suivez le site, ce sera peut-être décidé d'ici le moment où on va publier l'émission. On va passer au code de notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu as déjà repéré une cote? Moi, j'en ai déjà une. Évidente, on les a tous les deux donnés gagnants. J'ai les Titans à 1,58. Ah bah oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Titans à 1,58. Pourquoi je ne les vois pas? Je ne les vois pas, mais oui, ils sont là, face aux Saints. 1,58 pour les Titans face aux Saints. Ok, moi j'avais un peu plus haut, Browns 1,94 contre les Patriots. Meilleure défense. Oui. Après, attention, mais oui, en soi, c'est une belle cote. À 1,94, les Browns, pour moi, ça se joue bien quand même. Hein. Ouais, t'as raison. T'as parié sur les Vikings. Est-ce que t'as vraiment confiance en eux? Parce qu'ils sont à 2,05 sur les Chargers. Écoute, oui. C'est pas délirant. Hein. La cote est bonne. C'est pas délirant. C'est pas mal. Eh bien, écoute, Browns 1,94, Titans 1,58, Vikings 2,05, 5 € misés, 31,42 € pour le combiné. Évidemment, vous pouvez jouer ces équipes séparément. Faisons un YOLO pas raisonnable, parce qu'on a fait des YOLO raisonnables la semaine dernière. Ouais, mais alors en même temps, je ne me vois pas parier sur Washington ou Carolina, parce que là, c'est vraiment... ou les Jets à 5,29. Non, là, on a du tremblement de terre. D'ailleurs, c'est la semaine dernière où on fait un YOLO raisonnable que les Jaguars tapent les Bills, évidemment. Évidemment. Tu vois, où la cote devait être monstrueuse. Je ne sais même pas combien elle était, mais ça devait être quand même costaud. Après, on peut... Est-ce que tu fais confiance à tes Eagles? Allez, on les met dans un pronostic. C'est YOLO, 2-13. Dans un scénario YOLO, Aaron Rodgers garde son Covid ou alors l'a refilé à Odell Beckham quand il est arrivé. Ils sont tous les deux out. Les Seahawks à 2,33, ça passe pour le retour de Russell Wilson. Et dans ce cas-là, les Raiders, ça bat Kansas City. Les Raiders battent Kansas City, 2,07. On y est pas mal. Et donc là, on est sur un YOLO à 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes. Je vais en mettre une 7e pour faire grimper la cote. Parce que je suis comme ça cette semaine. Je veux aller loin. Bah si, tiens, si c'est YOLO total, les Jaguars font le doublé. Là, on est dans le YOLO. Tu vois. Ah, moi, j'aurais mis les Falcons. Mais c'est la même logique. Mais voilà. Vas-y, les Jaguars. Allez, les Jaguars doublent la mise. Donc, Browns 1,94, Titans 1,58, Vikings 2,05, Eagles 2,13, Seahawks 2,33, Raiders 2,07 et les Jaguars à 4,20. Les 4,20 et 4,20, ils font exploser notre combiné. Ça y est, on est revenu dans des mois de loyer. Vous avez même un petit appartement parisien pour ça. 1490,68 € sur un combiné à 5 €. Donc là, on est quasiment dans du 50 mètres carrés. Ah ouais, non, mais c'est bien. En plus, dans ton scénario, Urban Meyer va pouvoir aller fêter ça dans un bar. C'est ça. Là, on est avec des jeunes demoiselles. On est quasiment sur une location d'un mois en 50 mètres carrés sur Paris. Donc voilà, là, on est pas mal. Et si vous mettez 10 € sur ce... Donc ça, c'est 10 € poubelle. Hein, on vous prévient encore une fois à jouer raisonnablement. Donc 2981 € si vous êtes vraiment malade et que vous voulez mettre 10 balles sur ce combiné avec les Jaguars qui passent. Bon, là, 2981 €, on est sur de la location d'un an dans la Creuse ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, non, mais quand tu dis 50 mètres carrés pour 1 000 €, bon, on va dire que ça dépend du quartier. Je dis 1400. Ah oui. Normalement, tu es à peu près. C'est à peu près ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour le combiné et voilà pour cette émission, l'épisode 448 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous écouter, merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre sur Twitter et Facebook, c'est @TD Actu, Instagram @Touchdown Actu en entier et @Victor Roulier pour Victor sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Victor. Mais merci à toi, merci à tous. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. On parlera évidemment des bonnes surprises de la saison. Et avant ça, le retour de l'émission Draft samedi. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit.